Mélissa Gentil et Pierre Poupart. Merci d'avoir accepté cette interview en fin de journée alors que tout le monde est parti à la plénière. Voilà. Ça explique un peu ce calme assez exceptionnel sous cette tente. Alors vous êtes, Mélissa, toi, tu es responsable laboratoire d'innovation sociale et co-directrice de la coopérative Tiers-Lieu. Et toi, Pierre Poupart, tu es administrateur de l'association Pot-Sol. Oui, c'est ça. Alors du coup, pour commencer, je vais donc évidemment, on va parler de solidarité alimentaire, hein, ça va être la thématique de notre discussion. Mais pour commencer, je vais vous demander peut-être un peu nous expliquer chacun vos activités. Donc, on va commencer par toi, Mélissa, si tu veux bien. C'est quoi du coup au sein de la coopérative Tiers-Lieu déjà en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais à la coopérative Tiers-Lieu? Sur la coopérative, on a 3 grands corps de métier. En premier lieu, celui d'être un réseau des espaces de travail partagés en Nouvelle-Aquitaine. Et en second lieu, d'être un organisme de formation. Et en fait, en parallèle, depuis à peu près toujours, on a été sollicité pour accompagner des initiatives sur différents secteurs. Et depuis quelques années, il y a la question de l'agriculture et l'alimentation qui font partie du coup de ces secteurs qui viennent interroger la démarche Tiers-Lieu à leur bénéfice. Et du coup, je suis sur cette partie accompagnement aux expérimentations, documentation. Et j'interviens quand même en formation et un peu sur l'animation réseau, puisque l'idée, c'est que les infos circulent. Okay. Tout ça en 35 heures. Ouais. Alors c'est quoi du coup un tiers-lieu nourricier justement, si on peut aller voilà, dans le détail? Dans le détail, basiquement d'abord. Ouais, okay. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu nourricier? Un tiers-lieu qui s'est approprié les questions agricoles et ou alimentaires et qui cherche à faire le lien entre les deux et avec une dimension citoyenne et aussi de réappropriation de savoir-faire et ou d'interpellation des différents acteurs qui composent le système ou les systèmes alimentaires territoriaux. Okay. Pour faire au plus simple pour l'instant. Ok, très bien, merci. Et toi, Pierre, alors, du coup, tu t'occupes et tu as été un cofondateur, il me semble, de l'association Pot-Sol. Qu'est-ce que c'est du coup, Pot-Sol? Alors, Pot-Sol, c'est une association qui veut dire Pot-Sol potagère et solidaire. Et donc, cette association a été créée en juin 2023, tout récemment. Et elle est issue d'une idée qu'on a eue à plusieurs de croiser le fait qu'il y ait des terrains disponibles en milieu rural, que ce soit des terrains privés ou publics, avec le fort besoin qu'il y a au niveau de l'aide alimentaire. Donc l'idée de la mission de cette association, c'est de trouver un moyen de produire des aliments de qualité sur ces terrains disponibles pour qu'ils soient mis à disposition des structures d'aide alimentaire. Donc voilà la mission qu'on se donne. Cette association, elle est basée à Rochechouart. Pour l'instant, nous avons uniquement une activité bénévole, mais l'ambition, c'est de créer des emplois au sein de la structure pour faire fonctionner ce beau projet et surtout avoir un réel impact sur les volumes produits et sur ce qu'on recherche, c'est-à-dire lutter contre la précarité alimentaire en fournissant des produits de qualité. Alors, du coup, que je comprenne bien, vous êtes à la fois producteur et distributeur, c'est ça? Enfin, dans l'idéal, vous seriez à la fois les producteurs et les fournisseurs? Alors dans l'idée, c'est qu'au sein de l'association, il y a un maraîcher qui soit engagé, qui joue ce rôle de producteur dans l'association, et ensuite on s'adresse aux structures d'aide alimentaire, que sont par exemple le Secours populaire français, les Restos du Cœur ou la Banque alimentaire pour les réseaux Hauts-de-Vienne. Et en fait, en fonction du fonctionnement des structures, on va faire des dons d'aliments à ces structures ou bien vendre une partie de la production, pour qu'après, ces structures redistribuent. Mais nous, on se positionne bien en tant que producteur pour les structures d'aide alimentaire et ce n'est pas à nous de distribuer aux bénéficiaires. Okay. Alors du coup, vous n'êtes pas encore, on ne peut pas vous identifier comme étant un tiers-lieu, justement, par exemple. Ça ne serait pas un tiers-lieu alimentaire. C'est quoi qui différencie du tiers-lieu, au final? Là, l'initiative, pour l'instant, elle est très focus sur l'enjeu de justice alimentaire par le biais de la production. Les tiers-lieux qui vont sur les enjeux agricoles et alimentaires sont d'abord et avant tout des tiers-lieux. Et un tiers-lieu, c'est un espace ressource, un lieu de convivialité, un espace qui est une boîte à initiative ancrée sur son territoire et où on considère les intérêts des individus au travers de dynamiques collectives
et qui sont capables, ces individus, de dépasser leurs propres intérêts pour en effet considérer ceux de leur territoire habité. Les caractéristiques, c'est d'être capable d'embrasser d'autres secteurs d'activité aussi et de ne pas forcément être que sous un angle, qu'une approche, et là de se limiter, si je puis dire, et c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas pour l'instant la priorité c'est très clair, elle est identifiée et il y a déjà bien assez à faire. Oui, tout à fait. Et d'autres passent par d'autres portes et en fait ont plus en ligne de mire le fait de se faire parler des mondes, de mettre en lien, de faire des connexions. Et voilà, les tiers-lieux, ils sont reconnus pour leur capacité à faciliter les échanges, à fédérer et à engendrer de la coopération via différents supports. Et l'agriculture et l'alimentation peut être l'un de ces supports, l'un des thèmes qui peut être appréhendé par ces dynamiques. Et là, en fait, on rentre par une porte thématique qui est l'agriculture, l'alimentation, avec une visée d'aide alimentaire qui pourra peut-être vous conduire à aller vous intéresser à d'autres secteurs, mais ce n'est pas le sujet pour l'heure, j'ai l'impression. Oui, peut-être, hein, mais effectivement, là, pour l'instant, l'association a 6 mois et voilà, on se concentre sur notre objectif principal et voilà, d'ici quelques années, on sera peut-être amené à évoluer, mais pour l'instant, voilà, on reste focus effectivement sur la production pour l'aide alimentaire. Est-ce que tu aurais justement peut-être des exemples, toi, à nous donner de tiers-lieux nourriciers? Est-ce qu'il y a, tu vois, dans le concret, quelque chose peut-être qui te vient à l'esprit? Oui, sur notre territoire, du coup, je vais prendre un qui n'est pas forcément producteur et qui n'a pas forcément de terre partagée, mais qui pour autant intervient sur les sujets agricoles et ou alimentaires. C'est la Smala, qui est basée dans les Landes et qui, lui, intervient sur le sujet des équipements, en fait, et de l'enjeu d'autonomisation, d'indépendance des producteurs sur la fabrication-réparation. Et donc, il travaille en lien avec l'atelier paysan, qui est assez bien reconnu en France sur cette expertise. Et ils associent dans la réflexion le club Brico 3000. Et en fait, ce sont des bénévoles, bricoleurs, pas forcément avec une appétence sur les sujets agricoles, mais qui viennent partager leur savoir-faire de bricoleurs au service de réflexion sur les outils. Et voilà, la Smala a une offre de formation à destination des producteurs en lien avec du coup des structures historiques du développement agricole rural. Et ça fait tout autant tiers-lieu nourricier, parce que c'est une force d'interpellation des citoyens, des acteurs en place. Et du coup, parler de l'outillage, c'est parler du geste et c'est parler de la production. C'est aussi une structure qui vient avec du contenu dans des lycées pro et qui vient aussi recoder les rêves ou interpeller en tout cas les jeunes qui baignent peut-être eux depuis toujours dans une ferme mais qui n'ont pas forcément la connaissance ou en tout cas un regard critique sur les outils qui les entourent. Et du coup, Benjamin, pour ne pas le nommer, lui vient partager ses questionnements et vient amener aussi des exemples d'initiatives qui fonctionnent pour leur montrer des alternatives peut-être inspirantes pour eux demain. Et c'est aussi intéressant de se dire que c'est aussi le rôle d'un tiers-lieu que d'aller sur le terrain du lycée agricole, en fait, qui n'est pas évident pour un tiers-lieu qui, lui, aurait choisi une autre modalité. Et là, je pense au tiers-lieu des usines à Ligugé qui, lui, a un marché le vendredi soir, mais comme d'autres, comme Pique-Nique à Arrête, distribue des produits type distribution de panier. Et là, c'est déjà très bien, ça répond à un besoin de proximité. Et finalement, quand même, dans la sélection des producteurs, il y a des enjeux de gouvernance alimentaire qui commencent à poindre. Mais voilà, c'est d'autres registres, d'autres formats. Et là, on qualifierait ça plus de l'alimentation citoyenne comme sujet. Voilà. Donc, quelques exemples comme ça. Ok. Alors, on n'est pas du tout dans un pays de gouvernance alimentaire. Ça veut dire que, je pense qu'on est d'accord, du coup, j'imagine qu'il y a des problèmes, des difficultés, des freins, peut-être que vous avez rencontrés. Alors, on va discuter à deux niveaux différents, parce que j'imagine que toi, Pierre, tu peux commencer effectivement peut-être par nous expliquer un peu à quoi tu te confrontes réellement au jour le jour. Alors au jour le jour, là on est dans une phase de construction, donc effectivement on est vraiment
Parce qu'effectivement, on a eu un accueil très positif des personnes ou des interlocuteurs ou des futurs partenaires quand on parle du projet, mais l'idée, c'est de dire c'est un très beau projet, mais comment on fait? Comment ça peut tenir? Comment ça peut fonctionner? Donc, actuellement, les difficultés auxquelles on se confronte, c'est la construction d'un modèle économique viable. Donc, effectivement, de construire ça. Alors, on a des pistes, on est assez optimiste sur le fait d'y arriver, mais effectivement, il y a ce côté construction, là, pour l'instant, qui est assez prégnant. Et après, à terme, on a vraiment l'ambition d'avoir un impact sur la précarité alimentaire. Voilà, la limite auquel on peut se confronter d'ici quelques années, c'est si on n'arrive pas à produire assez pour avoir cet impact-là. Voilà. Mais ça, bon, l'avenir nous le dira, hein, mais voilà un peu ça. Mais actuellement, on est vraiment voilà, dans le moteur, qu'on fait de la mécanique pour construire un peu le projet. Ok. Et toi, Mélissa, je vais te poser une question. Je sais que c'est moins pertinent parce que ça va être très varié. Tu pourras pas nous faire un état des lieux de tous les tiers-lieux et de toutes leurs difficultés, tout ça en 1 minute 30, mais... J'aimerais. Ça serait bon signe, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a un problème. Il y a un problème, on le connaît. Disons que pourquoi j'essayais un peu de catégoriser avec mes exemples précédents, c'est qu'il y a un travail qui a été réalisé par Fablim, avec qui on travaille depuis 2019 sur ces sujets de tiers-lieux nourriciers. Et à partir d'une enquête nationale, a été identifié 3 grandes typologies de tiers-lieux dits nourriciers. Donc, dans tiers-lieux nourriciers, on inclut en fait les tiers-lieux qui s'attellent aux questions agricoles et ou alimentaires. C'est le titre chapeau. Et dans les 3 grands profils, il y a le premier, ça ne veut pas dire que c'est le plus représenté, mais le premier étant la question de la justice alimentaire. Et là, la limite, en fait, s'il y en a qu'une qu'il faut citer, mais parmi bien d'autres, c'est peut-être une limite juridique, puisqu'il y a un système de l'aide alimentaire particulier, un cadre légal qui, pour être modifié, implique aussi des compétences et une force d'interpellation dont certains tiers-lieux ne sont pas dotés, en tout cas aujourd'hui. Et donc un enjeu par contre, et c'est peut-être là où ils ont un atout, c'est cette capacité à coopérer avec des mondes très différents, mais un enjeu à aller s'acoquiner en fait avec des plus grands, des plus grandes pour faire front commun et être force d'interpellation et ne pas se contenter de micro-solutions qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Après, sur la question des tiers-lieux qui sont sur les approches alimentation citoyenne, donc de réappropriation des savoir-faire au travers de jardins partagés, de temps de sensibilisation plus ou moins grand public. Là, la limite, c'est sur le modèle limite majeure, sur le modèle économique, puisque quid du financement, de la compétence de coordination, coopération, et ça, c'est très répandu dans notre monde de l'ESS, comment financer la coopération. Et en fait, c'est un tas de compétences spécifiques et on a beau avoir des batteries de bénévoles ou pas, c'est un temps nécessaire et aussi une ingénierie de projet selon les ambitions qu'on peut avoir. Et le 3e grand profil, c'est celui de la coopération au travail. Donc là, on est sur des modèles plutôt de fermes collectives qui s'approprient la démarche tiers-lieu pour revisiter les cadres de production, le rapport au travail, le rapport à la distribution, etc. Et là, il y a une question qui se pose qui est pas propre à ces fermes collectives, qui est celle du statut. Quel statut juridique pour notre structure collective, mais quel statut aussi en conséquence pour nous producteurs. Et donc voilà, il y a certaines initiatives qui cherchent à inventer des statuts qui aujourd'hui n'existent pas, ou alors de tricoter avec l'existant pour voir ce que ça donne, si c'est mieux. Voilà, donc il y a cet état d'esprit de l'expérimentation qui est assez répandu. Je tiens à signifier qu'il y a quelque chose qui nous intéresse énormément avec les collègues au national. C'est la question des entrepreneurs salariés avec un statut d'agriculteur
Et ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a Coaction qui a ouvert un établissement agricole et qui ouvre une nouvelle modalité, en fait. Donc, c'est pas propre à Coaction, je ne crois pas. Mais voilà, c'est une nouvelle modalité. Et nous, notre rôle en tant que représentants des tiers-lieux, accompagnateurs, c'est de porter à leur connaissance des initiatives des collègues de d'autres types de structures. Et donc, voilà, les coopératives d'activité et d'emploi, c'est des structures avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et comment mettre en avant le fait qu'eux, ils s'essayent aussi avec une autre modalité et comment celle-ci pourrait servir des initiatives collectives. Mais voilà, le statut, qu'est-ce qu'il a de limitant ? C'est les aides, bien sûr, puisque finalement, au statut sont associés à un certain nombre de dispositifs. Et si on n'a pas le statut d'agriculteur, on n'est pas forcément éligible aux aides associées. Donc voilà, c'est pas évident que de trouver la bonne articulation, le bon dosage pour ne pas être pénalisé pour développer son projet. Ok, merci beaucoup. Je vais conclure là-dessus. Mais peut-être justement pour rebondir aussi et pour redonner envie aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu plus ou moins loin, on peut dire, de ce milieu-là, et redonner un peu de force aussi, continuer dans la solidarité alimentaire. Comment on fait, tout simplement, question bête, je sais pas, je suis curieux et plus ou moins loin du tiers-lieu. Comment je fais pour rentrer en contact avec vous? Avec les tiers-lieux sur le territoire? Non, sur la coopérative tiers-lieu, effectivement. Avec la coopérative tiers-lieu, vous avez une adresse mail, contact@tierlieu.net. On est attentif à toutes les sollicitations et puis on organise aussi des temps en présentiel et en distanciel et la plupart sont ouverts à toutes et tous et on sera ravis de vous accueillir et dans ces temps-là d'échanger et de se donner rendez-vous pour parler plus précisément de ce qui peut vous préoccuper relativement à ces sujets. Et toi, Pierre, on diffuse sur toute la Nouvelle-Aquitaine et Rochechouart, c'est pas loin de tout. Oui, voilà, c'est assez central finalement. C'est central. Voilà. Et est-ce que vous intégrez aussi des curieux ou des gens qui seraient peut-être curieux de la démarche pour la répéter? Oui, tout à fait, c'est ça l'idée. Je n'ai pas précisé également quelque chose qui a été très important pour nous, c'est qu'on est accompagné par l'incubateur ESS 87. Donc là, pour le développement de la structure, ça a été très important. Et oui, effectivement, là, dans cette phase de construction, là, on va s'ouvrir pour justement accueillir de nouveaux partenaires et de nouveaux bénévoles. Et donc là, l'idée, c'est aussi de construire le projet pour qu'il soit reproductible. Donc voilà, l'idée, c'est de le concevoir en ce sens, qu'il ne soit pas spécifique à notre zone. Parce que des terrains disponibles et des gens qui sont dans la précarité alimentaire, il y en a un peu partout. Hein, je vous apprends rien. Ouais. Donc voilà, ça a vraiment vocation à se multiplier et à être pris par d'autres initiatives. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.